Dans la construction, l'aménagement ou l'énergie, l'expertise juridique consiste bien souvent à mettre ceinture et bretelles. Elle doit parfois aussi enfiler une robe, celle des avocats. Mais ici, on vous propose en plus de chausser vos bottes de chantier pour découvrir la réalité des choix juridiques sur le terrain. Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au secteur de la construction, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le magazine Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui je suis avec Lucie Pétier, avocate associée. Bonjour Lucie. Bonjour Sophie. Le sujet qui va nous occuper, c'est celui du partage de la valeur des installations d'énergie renouvelable, ou comment mieux faire accepter les projets en intéressant les acteurs du territoire financièrement. Tout un programme. Alors Lucie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le dispositif législatif qui a été mis en place et est-ce qu'il est aujourd'hui pleinement opérationnel ? Le mécanisme de partage de la valeur des énergies renouvelables, il a été introduit par l'article 93 de la loi APER et crée une obligation pour certains lauréats de procédures de mise en concurrence de financer des projets portés par la commune ou par le PCI d'implantation du projet ENR en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde et de la protection de la biodiversité, de l'adaptation au changement climatique, et ça peut passer par des actions telles que les rénovations énergétiques, des efficacités énergétiques, l'adoption de modes de mobilité moins consommateurs et moins polluants, et également des actions en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique. Ce mécanisme, il s'applique aux installations de production d'énergie renouvelable, lauréates d'une procédure de mise en concurrence prévue par le Code de l'énergie. Donc en fait, c'est un mécanisme qui bénéficie aux projets, qui bénéficient eux-mêmes d'un soutien public. Le mécanisme, il est pensé comme une contrepartie territoriale au soutien public. Ce mécanisme, prévu par la loi, est également prévu qu'il sera complété par un décret d'application qu'on attend depuis mars 2023, un décret d'application qui est important puisqu'il vient amener l'efficacité et la sécurisation du procédé juridique. Et ce décret d'application, il devait préciser les caractéristiques des installations concernées, les modalités de versement à des fonds dédiés, le montant en fonction de la puissance installée et surtout un seuil minimum, et les modalités également selon lesquelles des communes ou des EPCI pouvaient prendre des participations dans des sociétés de projet. Un projet de décret a bien été établi, a été soumis à consultation de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil national d'évaluation des normes. La Commission de régulation de l'énergie elle a émis un avis favorable en janvier 2024, globalement favorable, en demandant quand même de revoir certaines clarifications sur les modalités financières. Et on a un avis un peu plus modéré. En tout cas, il y a des réserves qui ont été soulevées dans le cadre du Conseil national d'évaluation des normes, des réserves des élus sur des contraintes procédurales, sur le rôle de l'État et sur l'impact administratif pour les collectivités qui vont devoir porter justement ces projets et la mise en œuvre de ces projets. Le décret, il est attendu. Aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans qu'il est attendu et il paralyse toute une filière puisque sans ce décret, on n'a pas de dispositif qui pourrait complètement être mis en œuvre et on n'a surtout pas de cadrage de procédures qui sont déjà existantes en loi APER et qui continuent aujourd'hui à être mises en œuvre par des développeurs sans encadrement juridique très clair. Alors en attendant ce texte, est-ce qu'on peut évoquer les enjeux qui sont derrière ce cadre législatif ? Oui, les enjeux, ils ont été très clairs dès les débats parlementaires avec un constat déjà partagé par le gouvernement et par les rapporteurs sur le fait que la France, aujourd'hui, on a un vrai retard structurel dans le développement des énergies renouvelables et un retard qui n'est pas uniquement technique, mais vraiment un retard qui est lié à des enjeux politiques et sociaux. On a un véritable rejet d'une partie des projets éoliens ou solaires au sol qui bloque, qui ne permet pas précisément à la France d'atteindre les objectifs prévus par la PPE. Dans ce cadre, le législateur il a donc cherché à transformer les territoires d'accueil en véritable partie prenante du développement des ENR, avec des objectifs très clairs, améliorer l'acceptabilité locale des projets, garantir un retour économique concret pour les territoires d'implantation, avec un investissement concret, et puis une volonté surtout d'empêcher la confusion entre la prise de décision et la contribution financière, qui peut conduire à des dérives et à des prises illégales d'intérêt, ce qu'on a pu voir dans l'éolien il y a quelques années. Le mécanisme, il est structuré, il a été structuré et pensé pour rendre matériellement impossible l'achat d'une décision ou d'une autorisation favorable. Alors on a bien compris ce principe de partage de la valeur, mais concrètement, quelle forme ça peut prendre ? Autrement dit, quelles sont les demandes qui ont pu être formulées ici ou là ? On a des actions et des formes qui étaient déjà existantes antérieures à la loi APER et des mécanismes aussi, mais là, avec ce nouveau dispositif,
On voit des conventions qui sont conclues entre, des développeurs, une ou des communes d'implantation, aussi avec des EPCI. On a pu avoir des conventions qui portent sur la mise en place d'un fonds et une contribution annuelle à hauteur de quelques dizaines de milliers d'euros et avec une gestion de ce fonds par la commune ou par les EPCI et avec vraiment une affectation écrite dans la convention, bien sûr, une affectation exclusive, notamment à des opérations de rénovation énergétique de certains bâtiments publics, à la mise en place de modes de mobilité douce, à la mise en place de rénovation, je pense à une école, à des actions de sobriété énergétique qui, elles, vont pouvoir aussi bénéficier à la commune, mais aussi à ses habitants. J'ai pu voir aussi une convention qui apportait, ça c'était un mécanisme qui était assez intéressant. Ce fonds devait permettre de porter des études qui allaient, favoriser des projets d'autoconsommation collective ou la mise en place de réseaux de chaleur. Donc on a vraiment une implication, davantage des collectivités et puis on a la classique illustration de plus en plus qui s'applique avec quelques dérives, on y reviendra, de participation de communes ou d'EPCI, au capital de certaines sociétés de projets, et qui parfois peuvent amener, des dérives de temps en temps sur, les conditions posées par ces communes. On reviendra sur ces dérives, oui. Face à toutes ces demandes, quelles réponses les opérateurs ont pu trouver? Dans ce cadre-là, les opérateurs, ce qu'ils ont essayé, c'est d'essayer de cadrer au maximum l'ensemble des demandes, essayer de les structurer en faisant attention, et on en parlera parce qu'on est aussi dans les dérives, mais ce qui est important pour eux, c'est que ce qu'ils vont pouvoir proposer et les actions qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre, il y a ce mécanisme aujourd'hui non sécurisé juridiquement et non encadré. Eux, il faut bien qu'ils aient en tête que ce mécanisme, il doit respecter d'autres législations, notamment les règles de la commande publique pour les collectivités, le droit pénal, le droit de la concurrence. Donc, c'est vraiment structurer leurs actions en faisant attention à toutes les réglementations, en absence d'un vrai cadre, établi et qui puisse les sécuriser. Parce qu'on est quand même sur des domaines, le développement des énergies renouvelables, on sait que c'est un domaine avec un fort contentieux et avec déjà des risques très lourds contentieux qui sont pris en compte dans le cadre du développement des projets. Ça amène un autre degré de complexité. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils veillent à respecter, les autres réglementations. Ces fameuses dérives que vous avez rencontrées dans votre pratique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Pour rebondir sur ce que j'ai dit précédemment, j'ai un exemple là très récent d'une communauté de communes qui impose aux développeurs qui veulent porter des projets sur le territoire des communes membres ou sur leur territoire, qui impose à ces développeurs une prise de participation de la ou des communes d'implantation et ou de l'EPCI à la société de projet, tout en imposant d'avoir un droit de regard sur certaines décisions, alors même que la prise de participation est assez moindre, tout en conditionnant cette prise de participation et en l'imposant, puisque sans cette prise de participation, la commune clairement conditionne son avis favorable ou le fait de favoriser le développement et l'acceptabilité locale du projet. Donc là, on est vraiment dans l'écueil à éviter, où on a une confusion décision et contribution financière avec, des risques de prise illégale d'intérêt. J'ai aussi un exemple assez récent de contributions qui ne sont pas fléchées. On n'a pas une réelle convention et finalement, la contribution du développeur ou de l'opérateur, elle est directement versée dans le budget, général de la commune. On n'a pas d'affectation précise. Ces fonds, ces dotations, ces versements, ils sont libellés comme des retombées territoriales, mais en fait, on ne peut pas flécher. On a un versement à des agents, publics, on a une libéralité, c'est pas du tout cadré et là, on sort, je pense que c'est un vrai risque tant commande publique que droit pénal, sur ce type de thématique et puis les dérives le plus communes aujourd'hui, c'est de demander à un opérateur de financer des projets qui n'ont soit aucun lien avec, les objectifs, du dispositif de partage de la valeur. Donc c'est par exemple, financer un projet culturel sur une commune, financer, la rénovation de certaines routes parce qu'elles seraient plus ou moins utilisées par, des camions, qui iraient jusqu'au projet pendant la phase de travaux. J'ai aussi eu des demandes qui ciblaient vraiment une partie très ciblée, petite de la population avec, la construction d'un séchoir qui allait, être utilisé uniquement, pour certains agriculteurs. Donc là, on n'a pas d'intérêt public, on n'a pas de fléchage, on n'a pas de lien avec la réglementation. On voit ce type de dérive, qui est impactant pour le développeur parce qu'il sait que s'il ne donne pas, suite favorable, le développement de son projet sur le territoire sera plus complexe et en tout cas sera moins facilité par des acteurs locaux qui sont quand même importants dans ces hypothèses-là. Pour cadrer tout ça, si on fait un petit exercice de prospective, quel serait pour vous le contenu idéal de ce décret? Je pense que le premier point, ce serait de prévoir un encadrement uniforme avec un décret qui définisse des montants clairs,
proportionnés à la puissance installée et qui sont compatibles, parce que c'est important, avec l'équilibre économique du projet et surtout de projets qui sont sous soutien public. La CRE, elle avait d'ailleurs relayé dans son avis sur la consultation du projet de décret, elle avait d'ailleurs relayé une préoccupation qui avait largement été partagée par la filière en soutenant qu'une contribution trop élevée, elle allait pouvoir dégrader la compétitivité des offres et conduire finalement à ce qu'on ait une hausse des prix de soutien ou alors au contraire une baisse de projet parce que ça allait venir trop fortement impacter les budgets. Je pense qu'il y a un deuxième point qui est important, mais qui là est vraiment problématique du droit français, ce serait d'essayer d'éviter de mettre en place un système trop complexe avec une multiplication des acteurs institutionnels, avec des fonds dédiés trop complexes à gérer. On en a parlé précédemment, ça va être compliqué pour les collectivités de gérer les fonds et leur mise en œuvre. Et avec des procédures de validation, ce qu'on a souvent beaucoup, une multiplication d'avis, préfecture, la CRC, la Chambre de l'agriculture. Le troisième point qui me semble vraiment important, c'est d'avoir un mécanisme qui soit standardisé avec des modalités de versement simples, traçables et éviter des contrôles ex ante excessifs et qui puissent permettre à tous les acteurs, parce qu'on a plusieurs acteurs dans la mise en œuvre de ce mécanisme, d'avancer le plus facilement possible. Merci Lucie. Alors on espère que le dispositif réglementaire sera bientôt adopté. Peut-être que ce sera le cas d'ailleurs d'ici la diffusion de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.